Nous entrepreneurs, des parcours, de l'audace, de l'inspiration. En partenariat avec BGE Picardie, écoutez ceux qui osent et osez à votre tour. Il est 16h sur Happiness Radio dans l'émission Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie. Et aujourd'hui dans l'émission, on accueille Laure. Bonjour à tous. Et bien évidemment William qui est parmi nous comme toujours. Bonjour à vous. Donc je vais rappeler un petit peu le concept de l'émission pour ceux qui nous écoutent pour la première fois. Donc dans l'émission de Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie sur Happiness, on a toujours un invité qui va nous parler d'entrepreneuriat, de son parcours, de ce qui l'inspire au quotidien dans son activité et aussi quelques conseils. Et bien évidemment, pendant l'émission, dans la troisième partie, nous aurons le rituel de la chronique IMO avec William. On va parler de quoi aujourd'hui, William ? Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu du fonctionnement de l'investissement immobilier et comment, en tant qu'entrepreneur, il est essentiel de connaître plusieurs notions pour bien maîtriser ensuite son projet immobilier. Ok, on a hâte d'écouter ça. Ça va être intéressant aussi de pouvoir faire le parallèle avec ce que peuvent avoir besoin des entrepreneurs dans le cadre de leur activité sur ce sujet-là. Mais avant ça, on va découvrir un petit peu plus notre invité du jour, Laure. Alors, tu vas pas tout de suite nous dire ton activité. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est que tu nous parles un petit peu de toi. Donc, comme d'habitude, le petit rituel. T'as choisi 2 cartes. Une carte couleur qui est le rose, tu vas nous expliquer pourquoi. Ouais. Et tu as choisi une carte personnalité qui t'inspire, qui est Teddy Riner. Alors, c'est pas la première fois qu'il sort celui-là. Ouais. Alors, dis-nous pourquoi. Alors, c'est vrai que... Alors, je vais commencer par la couleur. Rose, tout simplement parce que, alors sans en dévoiler sur ma profession encore, mais c'est une profession qui est assez peu féminisée, qui tend à le devenir, mais encore très doucement. Et c'est vrai que je suis... une ambassadrice très clairement de mon métier et j'incite fortement notamment les étudiantes etc à ne pas avoir peur à se lancer dans ma filière en l'occurrence. Donc voilà, j'ai une très grande part de féminité que j'assume totalement et par rapport à Teddy Riner, c'est vraiment l'image du champion. Très clairement, moi j'ai une volonté à toujours aller plus loin, à me dépasser et à aider les autres à se dépasser. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et j'ai besoin d'être dans les projets qui se développent et qui vont toujours plus loin. Ne pas avoir peur en fait d'aller viser la lune, très clairement. Être déterminé par rapport à nos objectifs, ce qu'on a envie de laisser aussi comme trace, c'est notre impact. Et ne pas abandonner, être la résilience, la persévérance, ça c'est clairement une de mes caractéristiques personnelles. Et je pense qu'un champion comme Teddy Riner, qui a dû, avant de devenir champion du monde, etc., dans son domaine, a subi beaucoup d'échecs. Et justement, je trouve que c'est une très grande caractéristique de nos entrepreneurs d'être résilient et de toujours savoir se relever. Ouais, il y a cet aspect effectivement dans le sport, c'est souvent on fait souvent le parallèle entre l'entrepreneuriat et le sport, avec ce côté en fait c'est un parcours entre guillemets du combattant. C'est ça. C'est de l'entraînement, c'est de la détermination par rapport, comme tu disais, de l'apprentissage. Et puis finalement, c'est à un moment donné, c'est prendre des coups. Ouais. Et de se dire, je prends des coups, ok, mais qu'est-ce que j'en tire comme profit derrière pour avancer par rapport à mon objectif ? Et se remettre en question. Ouais. C'est une chose, je pense, essentielle pour un entrepreneur. C'est savoir se remettre en question et si son idée ne marche pas, se poser les bonnes questions pour pouvoir la transformer, pour avancer. Donc finalement, pour un sportif, c'est la même chose. S'il y a une méthode qui ne fonctionne pas, c'est savoir aller chercher d'autres méthodes pour y arriver. Et chez Teddy Riner, ça a plutôt bien fonctionné, manifestement. Donc, il semblerait, effectivement. et au-delà de ça, du coup, dans son parcours, on va dire, ou dans ce que toi tu vis, est-ce qu'il y a des choses finalement qui font écho ? Et justement, je dirais que je suis plutôt dans la phase de résilience.
parce que j'avais des projets, toujours voilà, les grandes idées, les grands projets dans la tête, et une fois qu'on les met en place, ne sont pas si faciles que ça et prennent plus de temps que prévu. Donc je suis bien dans cette phase où justement je teste des méthodes. Ouais. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps, et donc voilà, c'est dans la phase un peu d'adaptation. Donc c'est vrai que je me reflète énormément dans ce parcours-là. Donc Je vois l'idée, ouais. En fait, souvent, quand on a un projet ou une idée en tête, on l'idéalise. Ça, ouais. Ah, c'est un super truc, ça a marché. Puis on a beaucoup d'énergie, Voilà. voilà. Et alors la chose surtout que je trouve est très importante, c'est de conserver cette énergie, quand bien même justement on arrive dans cette phase un peu en demi-teinte, et de se dire bon, non, il faut que je continue, il faut que j'aille jusqu'au bout de mon truc, il faut que, peu importe les résultats à l'heure actuelle, je reste dans ma régularité, etc., de ce que je fais, et je verrai au bout d'un certain temps. En fait, le plus dur pour moi, je dirais, c'est d'attendre, de voir les impacts dans 6 mois de mes projets. Et c'est le côté un peu impatience. Ouais, je comprends. C'est pas toujours facile, j'imagine, parce que t'as vite envie de savoir, Ouais. et finalement, faut que tu patientes, tu prends sur toi. C'est ça. Ça demande, je pense, beaucoup d'énergie. Et de me dire non, mais Laure, sois régulière, fais ça à chaque fois, et tu verras dans 6 mois ce que ça donne. Et donc voilà, donc c'est comme les sportifs, c'est un long chemin, ou comme les médaillés olympiques, c'est des heures de travail pour, on voit Léon Marchand, etc., c'est des heures de travail pour une séance qui a duré pour lui même pas 1 minute, 2 minutes, tout casser. Et tous les 4 ans en plus. Et c'est un peu ça, c'est le côté travailler tout ça, et pour voir dans combien de temps les fruits. Mais la régularité, encore une fois, et la sagesse. Ça c'est l'expérience après. C'est ça. C'est comme ça qu'on compose avec ça. Et c'est vrai que dans ce que tu partages, il y a un aspect qui est intéressant, c'est que au-delà du fait que ce qu'on idéalise se concrétise pas exactement de la même façon, c'est de se dire s'il y a au moins 5-10% de ce que j'ai en tête qui commence à porter ses fruits, à se concrétiser, ça peut nourrir ce feu que tu as en toi, et de se dire ouais, en fait il y a un truc. Le reste, ça viendra peut-être autrement. Et au-delà de ça, par rapport à Léon Marchand dont tu parlais, en fait on se rend peu compte par rapport aux gens qui réussissent tout ce travail en amont, en fait, qui est nécessaire pour, comme c'est tu beaucoup l'as dit, d'images, quelques minutes, alors qu'il y a eu des heures et des heures et des heures de boulot. Et encore une fois, c'est un pur reflet de l'entrepreneuriat, quand on voit, d'autant plus avec les réseaux sociaux, etc., la réussite de certains, et on se dit ah ouais, non mais ça a l'air hyper simple, pour lui je vais faire pareil, etc. Et une fois qu'on se lance nous-mêmes, justement, c'est là qu'on se dit ah, en fait il y avait un peu plus de taf derrière que prévu. C'est comme un iceberg, la face cachée de l'iceberg. Oui, c'est ça, c'est totalement ça. Le bloc, et en fait au-dessus il y a juste une petite partie. Voilà. C'est une bonne métaphore. Yes. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton activité, sans trop détailler? Sans trop détailler. Ouais, pour préparer la seconde partie qui arrive. Ok. Ou alors tu nous fais une devinette. Devinette. Alors, ce que je peux dire, c'est que clairement, je suis un partenaire clé pour les entrepreneurs. Que j'incite très fortement, quand bien même ils sont juste en nom propre ou en micro, etc., à aller rencontrer, à poser des questions, parce que justement, on vous aidera pour votre développement. Donc voilà, c'est vraiment, pour le coup, je me considère comme une partenaire de vie, non seulement pour l'entreprise que la personne va créer, mais également pour sa personne en elle-même, parce que pour moi, derrière chaque projet entrepreneurial, il y a une personne, une femme, qui surtout un jour s'est dit « j'ai un rêve, je veux monter mon entreprise, etc. et je vais me lancer ». Et moi, c'est que je trouve ça
super beau. C'est de me dire que en fait, tous les entrepreneurs que j'accompagne, l'idée première qui leur est venue, c'est de me dire ok, j'ai ce rêve-là, je vais lancer mon truc. Donc, je suis une magicienne qui aide les gens à réaliser leurs rêves, si je puis dire. Très bien, merci Laure, on garde le reste pour la suite. Alors, on va passer sur la petite pause musicale et on se dit à tout de suite sur Happiness Radio dans l'émission Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie. On est de retour dans l'émission Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie sur Happiness Radio. Comme on l'a vu tout à l'heure, on est en compagnie de Laure et de William. William, on le connaît, mais Laure, on la connaît un petit peu moins et on va en savoir un petit peu plus sur qui elle est, son activité, son parcours, ce qui l'inspire, et j'en passe et des meilleurs. Alors, dans la deuxième partie de cette émission, Laure, est-ce que tu peux nous en dire déjà un petit peu plus sur ce que tu fais, ce qui t'a mené à ça, et après, je pense que tu vas nous parler de tes apprentissages et de vraiment ce qui te tient à cœur dans ce métier. Ok. Alors, pour dévoiler du coup un peu plus mon secteur d'activité, je travaille donc dans l'expertise comptable, puisque je suis officiellement expert comptable diplômé depuis récemment. J'ai découvert ce métier qui est clairement pas très glamour. Pas du tout. Par hasard. Parce que c'est vrai que j'ai rarement vu des experts comptables se déplacer en lycée, etc. pour promouvoir leur métier. Non, en fait, c'est en m'intéressant au métier du chiffre que je suis tombée clairement sur cette fiche métier par hasard. Et je me suis dit, tiens, le résumé me paraît intéressant. Accompagner des entreprises et des dirigeants sur leur développement, etc. Ça avait l'air assez sympa. Du coup, je me suis vraiment lancée là-dedans par hasard, en sachant que j'ai personne dans la famille qui touche de près ou de loin à ce genre de métier, donc c'était vraiment une grande première. Et du coup, à l'issue, c'est vrai que j'étais encore dans les débuts des choix post-bac, etc. Donc c'était encore facile. Les fameux choix post-bac. Voilà. Donc j'ai opté directement pour une école d'expertise comptable parce qu'en fait, donc c'est une expertise comptable à ce qu'on appelle entre guillemets une voie royale avec un parcours défini. Alors maintenant, ça s'est énormément développé. On peut avoir des passerelles entre les différents masters et les machins. Mais voilà, moi j'ai décidé de faire le parcours le plus classico-classique de la profession. Donc je suis rentrée dans ce qu'on appelle la filière du DCG, donc diplôme de comptabilité et de gestion, qui est l'équivalent d'une licence, voilà, donc directement dans une école. J'ai poursuivi avec donc, le master, donc 2 années de plus, donc diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, que cette fois j'ai fait en alternance et qui m'a beaucoup servi pour la suite. Et je vois encore les bénéfices aujourd'hui. Et parce que... alors c'est marrant parce qu'en entrant, moi je pensais que pour être expert comptable, c'était 5 ans, c'était le bout du master et puis voilà. Basta quoi. Et en fait je suis arrivée au bout des 5 ans. Et je me dis, c'est bon, je vais être expert comptable, machin. Et c'est là on m'a dit, non mais Laure, pour être expert comptable, c'est 8 ans. J'étais là, comment ça, c'est 8 ans ? C'est 3 années de plus, en fait, à faire. Et parce que c'est une profession réglementée, on a un ordre professionnel, etc. Donc, on prête serment, on a une responsabilité qui est très élevée, responsabilité civile, pénale, disciplinaire. Donc, on va très, très loin. Et donc, je n'avais pas prévu à la base de faire ces 8 ans d'études, parce que je m'étais dit, j'ai pas envie de faire les études comme les médecins, etc. Voilà. Et encore une fois, c'est vrai qu'on a l'image des experts comptables qu'on connaît très peu, et personne ne pense, on sait très bien que les médecins font des longues études, on ne sait pas que les experts comptables en font tout autant. Donc au final, j'aurais fait presque 10 ans d'études, puisque je viens de terminer. Et là, je suis rentrée dans la profession en 2015, je ressors en 2025. Comme un médecin. Donc finalement, comme un médecin. Et c'est vrai que c'est un parcours qu'on peut assimiler à celui d'un entrepreneur, au développement d'un entrepreneur, encore une fois, parce que c'est un parcours semé d'embûches, tout simplement, on en reparlera après. Mais c'est vrai que la gestion d'entreprise, on peut être un très bon entrepreneur, avoir une très bonne créativité, un bon projet. Si on ne sait pas gérer sa boîte, c'est fini. Et ça, malheureusement, il y en a
beaucoup trop qui se lancent sans réfléchir, sans background un peu technique sur la gestion d'entreprise, et on en reparlera, mais subissent actuellement les revers de la crise. Donc voilà, et donc j'ai fait ces 10 ans, et donc maintenant ça y est, je suis enfin sortie de ce parcours très long. Très long, hein. Et du coup, en termes de... Parce que tu as parlé de ton alternance. Oui. Qu'est-ce que ça t'a vraiment... Est-ce que tu as eu des surprises, des effets un petit peu... Tiens, ça je l'avais pas vu comme ça, et finalement c'est très intéressant dans mon processus. Ouais, alors pour le coup, c'est vrai que l'alternance m'a beaucoup appris, parce que donc, dans l'expertise comptable, il y a 2 secteurs... Enfin, dans le monde du chiffre, il y a entre guillemets 2 secteurs d'activité. Il y a l'audit et l'expertise comptable. J'ai commencé donc en alternance par l'audit. Dans un très très gros cabinet, un Big Four, sur Paris. Donc c'est là où j'ai clairement appris ce qu'était la résilience, la persévérance, ce que tu évoquais tout à l'heure. Ce genre de choses, parce que bon, très clairement, j'avais beau être alternante, le nombre d'heures n'était plus compté à ce stade, au vu du nombre que j'en faisais. Donc voilà, mais ça m'a énormément appris, notamment sur la prise de recul finalement, parce que c'est vrai que donc, l'expert comptable établit les comptes annuels et l'auditeur contrôle ses comptes. Donc on a un aspect beaucoup plus prise de recul, on regarde l'ensemble, on ne va pas dans le détail, on fonctionne en fonction des seuils. Si c'est supérieur au seuil, là on va gratter s'il y a des erreurs, mais voilà. Et donc cette prise de recul m'a énormément apprise pour finalement la suite dans l'expertise, parce que donc au final, au bout des 2 ans, je suis retournée côté expertise comptable, parce que je sentais aussi qu'il me manquait un background technique dans l'audit pour bien contrôler, bien faire mes revues, bien auditer. Donc je suis revenue de l'autre côté de la pièce, et finalement j'ai jamais quitté. Alors je faisais un peu de temps en temps des missions d'audit, mais jamais à 100%. Et maintenant, je le vois très clairement par rapport à certaines personnes qui rentrent dans la profession et qui ne font que de l'expertise et pas du tout d'audit. Il y a une vision sur les dossiers qui est totalement différente. C'est vrai qu'ils auront plus tendance à pinailler sur des détails, etc., qui du coup pour moi le sont pas du tout. Enfin, j'ai beaucoup plus de recul sur certains éléments. Donc ça m'a énormément appris finalement pour mon expérience professionnelle par la suite. Est-ce qu'il y a un côté un peu l'auditeur qui est un peu plus connecté au réel ? Alors, oui et non. Parce que c'est vrai que l'auditeur, alors en plus moi travaillant dans un Big Four, on avait l'image, ça c'est marrant parce qu'en fait c'est pareil, les gens ne connaissent pas du tout ce métier-là, commissaire aux comptes. Nous quand on arrivait chez le client, chez des gros clients CAC 40 machin, les gens nous voyaient comme le contrôleur fiscal. Ah oui, d'accord. Et en fait, c'est vraiment l'image, on arrive, on est une équipe, et puis on est là pour chercher la petite bête, alors que pas du tout. Le commissaire aux comptes, encore une fois, est là pour le coup, attester la réalité et l'image fidèle des comptes de l'entreprise. Et c'est pas du tout cette image qu'on voulait mettre en avant. Ok, intéressant. Donc, on en sait un peu plus sur la différence entre un auditeur et un expert comptable. Voilà. Alors, au fil de ton parcours, effectivement, tu nous as partagé pas mal de choses. Est-ce que, finalement, maintenant, dans les sujets que tu as la chance de parcourir au quotidien, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui te tiennent plus à cœur que d'autres ? Oui, puisqu'effectivement, donc, quand je suis repartie en expertise comptable, je me suis essentiellement concentrée donc, sur des portefeuilles de TPE-PME. Et il y a une chose dont j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, c'est la gestion d'entreprise et plus spécifiquement la gestion de trésorerie, qui est clairement au cœur de notre problématique aujourd'hui. Et donc moi, je me suis vraiment spécialisée là-dedans en tant qu'expert comptable, puisque maintenant, les experts comptables ont droit de faire du recouvrement pour le compte de leurs clients. Donc je suis vraiment dans une position d'éducation financière des clients qui ont du mal à se rendre compte de l'impact
que ça a réellement sur en fait, la vie de leur entreprise et la fin notamment. En fait, parce que clairement, s'ils ne prennent pas en compte ces aspects-là qui sont vraiment très basiques, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 10 pour comprendre la gestion de trésorerie. Bah, en fait, vous, leur entreprise, à l'échec en moins de... certains, heureusement qu'entre guillemets, j'ai été là pour leur donner des alertes parce qu'en moins d'1 an, c'était fini. Ouais. Et on sous-estime très clairement cet aspect-là. Donc j'ai vraiment une visée plutôt pédagogique là-dessus, d'accompagnement. Et moi, dans mes conseils, quand j'accompagne des entrepreneurs, c'est vraiment un point sur lequel j'insiste à chaque fois. Et je regarde et je fais plus attention. Alors c'est vrai en tant qu'expert comptable, pour le coup, en fait, c'est comme un médecin généraliste et tout le monde aura un peu sa spécialité ou pas. On peut être expert comptable généraliste, mais voilà, il y en a d'autres qui sont plus portés sur la fiscalité, d'autres la gestion de patrimoine, etc. Moi, c'est vraiment la gestion de trésorerie de manière générale, parce que je suis d'autant plus convaincue avec la crise actuelle, et je vous donnerai quelques chiffres de la réalité du problème. C'est vrai que la notion de trésorerie est assez importante pour les sociétés, et là, ce que tu disais par rapport au recouvrement, je trouve ça intéressant puisque en tant qu'entrepreneur, on ne sait pas toujours que les experts comptables justement ont cette capacité de faire des recouvrements pour leurs clients. Et comme tu dis, de plus en plus avec la crise, malheureusement, il y a des sociétés qui vont avoir des clients qui n'ont pas payé et qui auront besoin justement de ton expertise. Et les TPE sont les premières à souffrir justement des problématiques de délai de paiement. Très clairement, l'année dernière, 93% des faillites concernent des TPE. Et tout ça parce que, il y a des problématiques aussi que quand on travaille avec des plus grosses boîtes que soi, on subit les délais de paiement qui nous imposent. Donc il y a ça aussi, et forcément tout le monde ne joue pas le jeu. Donc c'est un peu la problématique. C'est pour ça que c'est d'autant plus important d'être hyper vigilant, hyper structuré sur sa facturation. Encore une fois, même pour moi en tant qu'expert comptable, la mission de recouvrement, c'est pas une mission très complexe, mais ça a une valeur ajoutée énorme pour mes clients. Ok, on en reparlera tout à l'heure du coup. Voilà. Tu as ouvert la porte. Exactement. Donc, intéressant tout ça. Merci beaucoup Laure. Merci aussi à William pour tes interactions avec Laure. On le répète un petit peu, on radote, c'est notre côté, on vieillit. On est en compagnie de Laure et de William dans l'émission, et on est dans la 3e partie de l'émission. William, c'est ton temps, c'est la chronique IMO. Je te laisse te lancer. Donc, bienvenue à tous, bienvenue aux futurs entrepreneurs et investisseurs immobiliers. La dernière fois, nous avons vu pourquoi l'immobilier était la voie royale vers la liberté financière. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur quelques notions clés qui sont pour moi importantes à maîtriser. Effectivement, il y a plusieurs notions qui vont faire la différence entre un bon et un mauvais investissement. Donc peut-être que vous les connaissez. Donc il y en a 4 qui sont la rentabilité, le rendement, le cash flow et le crédit. C'est comme quand un entrepreneur va être dans son entreprise, il aura besoin aussi de maîtriser ces termes-là qui sont assez techniques, des fois qui peuvent paraître peut-être un peu vulgaires pour certains, qui ne vont pas forcément maîtriser, mais c'est des termes à connaître, notamment la rentabilité, qui est une notion clé, que beaucoup d'investisseurs et d'entrepreneurs se contentent juste de regarder le projet. Donc là, on parle justement d'immobilier. Donc quand on parle de rentabilité, on va regarder le prix d'achat et le loyer mensuel qu'on peut donc recevoir. Et on va faire en fait ce calcul-là. Donc pour vous donner un exemple concret, on va acheter un appartement à 100 000 €. On va encaisser 6 000 € de loyer par an. Et donc on va faire ce calcul pour trouver la rentabilité brute, donc du loyer annuel divisé par le prix d'achat. Donc ça équivaut à peu près à 6%. Et là, on a une rentabilité. Alors, pour moi, 6%, c'est pas intéressant puisque vous allez devoir, de votre poche, en fait, rajouter tous les mois pour payer le crédit. Et là, on parle de rentabilité brute. Donc c'est un chiffre qui est trompeur. Il faut retirer toutes les charges qui sont liées à l'achat du bien immobilier, donc notamment la taxe foncière, l'assurance, les charges de copropriété,
des frais de gestion si vous faites gérer en agence immobilière, et on y en retirer toutes les charges. Et bien sûr la mensualité de crédit. Là vous avez donc la rentabilité nette, et souvent elle est bien plus basse que la rentabilité brute. Donc c'est vrai que si un investisseur veut aller plus loin, il doit toujours regarder la rentabilité nette, puisque le net indique réellement si le projet est viable ou si vous allez devoir rajouter de l'argent de votre poche. Souvent c'est ce que je vois dans les personnes que j'accompagne, même les entrepreneurs. Ils vont regarder des projets, même un entrepreneur qui veut reprendre une entreprise, un rachat d'entreprise. Il va regarder les chiffres, que ce soit le BE ou la rentabilité. Il va la regarder en brut, et il n'a pas forcément cette idée de se dire il faut que je déduise toutes les charges pour voir le net, puisque le brut attire. On est à 13% brut, forcément ça va attirer, mais quand on enlève toutes les charges, on va être à 7-8%. Donc là, c'est vrai que c'est plus embêtant, et le projet sera peut-être moins viable. Après, il y a une deuxième notion clé qui est le rendement. Donc ça, c'est souvent la notion qu'on entend le moins, on ne sait pas ce que c'est, et pourtant elle est très importante. Le rendement est souvent confondu justement avec la rentabilité. Mais ce qui différencie le rendement de la rentabilité, c'est que le rendement prend en compte donc le loyer, mais pas que, ça prend aussi en compte la fiscalité. Justement, on est avec une experte comptable, donc ça c'est assez intéressant. Et ça prend aussi en compte la revalorisation du bien, qui s'apprécie avec le temps, puisque vous achetez à un moment donné un bien, d'ici 2-3 ans, il aura pris de la valeur, puisque le prix au mètre carré aura sûrement augmenté, les loyers auront sûrement augmenté chaque année grâce à l'indice de revalorisation des loyers. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. Donc pour un exemple concret d'une personne justement que j'ai accompagnée, avec un appartement avec 5% de rentabilité nette, si la stratégie, par exemple, c'est de louer en meublé avec un régime fiscal avantageux, notamment à l'MNP, vous aurez un rendement réel qui peut être supérieur grâce à l'optimisation fiscale. Mais à l'inverse, si vous êtes dans une tranche d'imposition élevée, le rendement net il sera bien plus faible, et avec l'impôt, ça va chuter. Donc c'est vrai que la rentabilité, c'est, pour bien différencier, c'est le rapport entre les revenus et le prix d'achat, comme on vient de le voir juste en haut, et le rendement, c'est la vision globale de votre projet après impôt, et parfois en tenant compte aussi de la valeur de votre bien. Donc ça, c'était vraiment les deux notions clés. Après, il y a aussi une notion qu'on aime bien, connaître dans ce milieu-là, enfin le milieu de l'investissement immobilier, qui est le cash flow, ou alors les bénéfices. Et on en parle aussi dans les entreprises. On parle de bénéfices quand on crée une entreprise ou on rachète des entreprises. Donc le bénéfice ou cash flow, c'est en fait l'excédent de trésorerie. C'est ce qui reste à la fin du mois, une fois que toutes les charges sont déduites. Pour un exemple d'un client que j'ai accompagné il y a une semaine, il a investi dans un appartement, ses loyers sont de 600 €, le crédit lui coûte 500 €, les charges sont de 50 €. Si vous avez bien calculé, il restera 50 € de cash flow positif. Donc ça sera son excédent de trésorerie, son bénéfice. Et là, on peut dire que c'est un investissement qui est rentable puisqu'il ne met pas d'argent de sa poche. Donc c'est un petit cash flow, mais ça reste positif. Et c'est ce qui est intéressant sur 20 ans, puisqu'on va obtenir 12 000 € de cash flow sur cette période de 20 ans, puisque 20 ans en général, c'est la durée que peuvent faire les investisseurs pour acheter un bien immobilier locatif. Par rapport à leur emprunt, tu veux dire? Par rapport à leur emprunt, parce qu'effectivement, tu as raison de poser la question, on peut emprunter sur une différente durée, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Moi, je conseille 20 ans pour justement réduire la mensualité de crédit. C'est assez important, et surtout que la banque puisse aussi vous financer plus facilement, puisque 15 ans, ce sera des mensualités plus élevées, avec des intérêts plus élevés. Donc si votre taux d'endettement justement est élevé, ça ne sera pas intéressant pour vous d'aller sur 15 ans. Donc ça veut dire que justement le bien s'autofinance, qu'il rembourse le crédit, et que vous avez un excédent de trésorerie. Donc c'est ce qu'on appelle le cash flow. Mais si par contre chaque mois vous devez sortir 100 € de votre poche, là vous avez un cash flow négatif. Et sur 20 ans de crédit, ça fait 24 000 € de perdu si vous mettez 100 € de votre poche. Alors que c'est ce qui intéresse la plupart des entrepreneurs, des investisseurs,
pour préparer justement leur liberté financière ou avoir un complément de revenu, c'est de pouvoir gagner de l'argent, donc faire un investissement rentable. Et je vais terminer sur une notion que l'on connaît tous, le crédit. Le crédit, effectivement, ça peut servir pour acheter une maison, acheter une voiture, avoir un crédit à la consommation. Acheter une Game Boy. Acheter une Game Boy, exactement. On peut faire plein de choses avec le crédit, mais la plupart des gens, justement, sont ignorants par rapport au réel impact du crédit en immobilier, c'est-à-dire qui permet de faire un effet de levier, de pouvoir emprunter, en fait, grâce à un effet de levier à partir de pas grand-chose. Donc, on n'a pas besoin d'avoir la totalité du prix du bien. Ça veut dire que la banque va nous prêter de l'argent qui va nous aider à financer un bien immobilier. Et avec les locations, ce sont les locataires qui vont rembourser le crédit. Et si on a acheté avec une bonne rentabilité, on ne va pas devoir sortir de l'argent de notre poche. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi un mythe que j'aimerais casser, qui est justement qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour emprunter et acheter un bien immobilier. Là, comme je viens d'expliquer, avec le crédit, c'est un effet de levier bancaire. On prend un exemple concret d'un client. Il a acheté un appartement à 120 000 €. C'était financé par la banque. Et lui, donc, il n'est pas riche, il n'a pas hérité. Il a simplement mis 10 000 € d'apport dans son projet. Il loue le bien 650 €. Le crédit et les charges sont de 600 €. Donc, il dégage un excédent de trésorerie de 50 €. Donc ça, c'est une opération rentable. Et il a juste mis 10 000 € d'apport. Donc il n'est pas riche, il n'est pas héritier. Donc c'est à la portée de tous, toutes les personnes qui peuvent mettre de l'argent de côté et qui souhaitent investir. Donc c'est vrai que durant 20 ans, en fait, on peut être propriétaire d'un bien qui est payé et payé intégralement par les locataires. Et grâce en fait au cash flow qu'on dégage, on aura justement un bénéfice, et à la revente, on n'aura rien perdu, et au contraire, on pourra justement revendre plus cher. Donc c'est effectivement 4 notions pour moi qui sont vraiment importantes, qui peuvent vous guider dans vos investissements. Donc pour conclure, on a parlé de rentabilité, donc c'est pour savoir si le projet est performant. On a parlé de rendement, donc c'est pour mesurer si justement il y a un impact réel après la fiscalité et l'appréciation du bien dans le temps. Donc ça, c'est vraiment aussi une notion clé à connaître, qui permet de voir si le projet va se valoriser dans le temps. On a parlé de cash flow, donc pour vérifier si notre investissement nous coûte de l'argent ou alors nous rapporte chaque mois de l'argent. Et enfin le crédit, que là on peut utiliser à bon escient avec un effet de levier bancaire, et qui est un peu la magie dans l'investissement immobilier grâce à ça. Donc c'est vrai qu'on a vu les fondations de l'investissement immobilier avec ces 4 notions. Mais après, avec un bon projet, il manque quelque chose. Il manque le nerf de la guerre, qui est le financement. Et c'est vrai que pour le mois prochain, je vais parler de financement. Vous avez été nombreux justement à nous faire des retours sur la chronique, et je vous remercie. N'hésitez pas justement à nous faire des retours par rapport à ça, ou ce que vous aimeriez entendre, ou ce que vous aimeriez que je puisse partager. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui ont pu justement poser la question sur le financement. Donc c'est ce qu'on va voir sur la prochaine chronique. Comment se faire financer quand on est entrepreneur, quelles sont les notions clés aussi à avoir, comment défendre son dossier bancaire, quelle situation il faut avoir pour avoir un prêt auprès de la banque, comment échanger avec le banquier, quelle posture avoir avec le banquier. Toutes ces notions qui sont importantes pour avoir justement son financement et montrer à la banque qu'on est capable de porter le projet, et ainsi rassurer la banque par rapport à ce projet. Donc pour rappel, je suis William de ImmoWise Consulting, coach en investissement immobilier. Donc si vous aussi, entrepreneur, investisseur, vous souhaitez passer à l'action, bâtir votre liberté financière et aller plus loin, vous pouvez me contacter. Merci beaucoup William. On partagera tout en description de toute façon comme d'habitude. Oui. Laure, des réactions ? Et oui, justement, je trouve que la chronique était super intéressante, notamment parce qu'en fait, il y a un énorme parallèle avec la gestion entrepreneuriale de manière générale. Et c'est vrai que ces notions-là sont des notions essentielles pour les entrepreneurs, et notamment la distinction qui est faite entre le chiffre d'affaires, donc pour l'immobilier, les loyers, et le bénéfice.
Et c'est vrai que les entrepreneurs ont du mal, quand on leur parle de résultats, à comprendre que le résultat, non, c'est pas le chiffre d'affaires. Le résultat, c'est le chiffre d'affaires moins les charges. Et pas plus tard qu'il y a quelques mois, effectivement, j'avais rencontré une entrepreneuse qui me parlait uniquement de son chiffre, etc. Et voulait savoir si elle devait continuer à se développer ou retrouver un emploi salarié, typiquement. Et la première chose que je lui ai demandé de faire, c'est fais-moi la liste des charges. Et je me suis rendu compte que, en fait, si elle continuait à gérer sa micro comme elle le fait actuellement, elle perdait tous les ans presque 6 000 € d'impôt sur le revenu. Donc c'est des notions, alors non seulement dans l'immobilier effectivement qui sont hyper importantes et qui traversent également toute la gestion entrepreneuriale de manière générale. Donc c'est vraiment pour le coup, quand je parlais d'éducation financière, typiquement, moi c'est le genre de choses sur lequel, pareil, j'insiste pour que les gens aient les bases. Nickel. Merci à William pour ta chronique. Donc la prochaine fois, ça sera quelle thématique ? Alors ça sera sur le financement, donc très intéressant. Vous allez voir un petit peu toutes les stratégies pour obtenir son financement et en tout cas très bien se présenter auprès du banquier. Super, merci beaucoup William. On est de retour dans l'émission Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie sur Happiness Radio pour la dernière partie de l'émission. Pour en savoir vraiment beaucoup plus sur le métier de Laure et ce qu'elle pourra nous partager comme conseil autour de son métier. Mais avant ça, c'est le moment du pitch. Très bien. 2 minutes. Ok. Alors, pour faire court, un expert comptable, au-delà d'être un médecin généraliste pour les entreprises, c'est vraiment un partenaire de vie, non seulement de votre entreprise et de vous personnellement. Moi, ce que j'aime justement, c'est accompagner les TPE, les voir grandir, parce que derrière, en fait, c'est une personne qui grandit aussi. Et c'est vrai que, pour le coup, pour promouvoir un peu ma profession, t'as le droit. On oublie trop souvent l'expert comptable, alors que, encore une fois, étant des médecins généralistes, on propose beaucoup de services, et c'est vrai que les gens n'osent pas nous poser des questions. Typiquement, tout ce qui est autour du droit des sociétés, on propose nos services. La gestion de patrimoine, forcément, on a l'entreprise, on a le dirigeant. Le dirigeant a une vie derrière, une famille peut-être, etc., qui a un impact aussi sur son entreprise. C'est intimement lié. Et donc, on fait aussi une partie un peu gestion de patrimoine. Il y a évidemment la fiscalité, la trésorerie. Mais voilà, c'est vrai que je vois trop souvent des entrepreneurs qui vont assez facilement se tourner vers tout de suite un avocat parce que forcément c'est du droit, alors que vu que c'est relatif à la société, en fait, pose-nous la question, ça se trouve on connaît la réponse. Mais par contre, effectivement, je ne suis pas contre les avocats, mais chacun son domaine. Et quand, évidemment, c'est trop technique pour nous, on travaille avec des avocats et on rebascule les questions les plus techniques vers des professionnels du droit. Voilà. Mais c'est vrai que les gens ne pensent pas malheureusement à nous appeler. Et encore une fois, même quand on parlait des investissements immobiliers, c'est bien de se faire accompagner parce qu'on aura les termes, on aura les mots. Donc voilà, d'autant plus, alors moi la partie que je mets énormément en avant, c'est le conseil, clairement aux entreprises, au-delà d'un bilan, parce qu'entre guillemets maintenant c'est le forfait de base pour tout cabinet comptable. Les gens ne pensent même plus quand ils viennent nous chercher au bilan, c'est qu'est-ce que vous offrez derrière. Ouais, tout à fait. Donc voilà, et donc moi ce que j'aime bien dans l'accompagnement des TPE que je fais, c'est notamment les points, en fait, typiquement des tableaux de bord pour suivre la gestion de l'entreprise de manière générale et plus spécifiquement la gestion de trésorerie, qui reste encore une fois un élément clé pour gérer son entreprise et qui est sous-estimé. Donc voilà, c'est vraiment ce sur quoi je me concentre. Et pour parler gestion de trésorerie, c'est vrai qu'encore une fois, donc, m'étant spécialisée là-dedans, globalement, lorsque j'accompagne, alors c'est entre guillemets un défaut professionnel, mais du coup, en fait, à chaque fois que j'accompagne un client, peu importe dans quel secteur il sera,
j'aurai une tendance à regarder cet aspect-là. Et c'est un élément, encore une fois, qui est sous-estimé, parce que c'est vrai qu'en tant qu'expert comptable, on a également donc, des notions de droit, et notamment sur tout ce qui est partie facturation, les mentions légales obligatoires, ce qu'il faut indiquer, pourquoi c'est important de le faire, des choses bêtes, typiquement les pénalités de retard, donc qui est une mention légale obligatoire, que la plupart oublient largement, mais qui a un effet psychologique énorme sur les clients, parce que dès qu'on voit pénalité, on se dit bon, on va peut-être pas s'amuser à rallonger le paiement, et donc derrière c'est un effet boule de neige, c'est un encaissement plus rapide, c'est des procédures carrées et une entreprise qui vit. Et donc j'aborde en tant qu'expert comptable, au-delà des comptes, etc., et simplement de la partie administrative, j'espère en tout cas contribuer à la vie de chacune des entreprises par ma spécialité, en l'occurrence. Et est-ce qu'il y a des questions finalement un petit peu récurrentes qu'une personne doit se poser, ou un indicateur où là tu te dis bah faut déjà regarder là et après on... Alors pour encore une fois la gestion de trésorerie de manière générale, de base un entrepreneur, s'il y a vraiment une notion qu'il doit avoir, c'est le BFR, le besoin en fonds de roulement. Qu'est-ce donc cette diablerie ? Alors le besoin en fonds de roulement, c'est vraiment pas compliqué. C'est-à-dire que c'est 3 composantes: les dettes fournisseurs, les créances clients et le stock, si on en a, si on est par exemple commerçant. Et donc en fonction de ça, ça va nous donner, en fonction de plus moins la formule, ça va nous donner un indicateur d'une trésorerie qui est plus ou moins saine, et savoir si on a un besoin justement de financer cette activité. Parce qu'en fait, le besoin en fonds de roulement calcule vraiment le montant dont on a besoin pour faire fonctionner l'activité de manière basique, de manière générale. Donc très clairement ça nous dit ok, est-ce que déjà juste comment je suis là, mon activité actuelle, est-ce qu'elle fonctionne bien, est-ce qu'elle est pérenne, ou est-ce que j'ai un besoin en fonds de roulement, j'ai un besoin de financement pour mon activité d'exploitation. Donc très clairement voilà, encore c'est comme ce qu'on disait dans la chronique immobilier, il y a des notions, il n'y en a pas beaucoup à connaître, ça sert à rien de se mettre martel en tête pour se dire il faut que j'apprenne tout, etc. C'est trop compliqué pour moi. C'est à la portée de tout le monde, et il faut connaître 2-3 notions. Le BFR, typiquement, son délai de paiement client. Donc ça, c'est pas compliqué, c'est l'ensemble de ses créances, des factures de vente qui ne sont pas encore payées, qui sont encore en attente, sur son chiffre d'affaires total. Et ça nous donne en fait le nombre de jours que mettent les clients pour nous payer. Sachant que, on rappelle, la règle légale, c'est 30 jours, 60 jours quand on est d'accord entre nous, entre B2B en l'occurrence. Et l'objectif, c'est de réduire ce nombre au plus vite. Donc voilà, c'est des notions qui sont dans entre guillemets, un tableau de bord, moi, que j'aime bien mettre en avant. Parce que tout de suite ça parle en l'occurrence à l'entrepreneur. La dernière fois, une entreprise, je lui disais alors ça fonctionne, alors il explose littéralement, ça fait même pas 1 an et demi qu'il est créé, incroyable et tout, sauf que très gros problème de gestion de trésorerie, et notamment de ses factures clients qui n'arrivait pas à recouvrer parce que clairement en fait ça lui passait au-dessus, et voilà, il voyait pas l'importance. Ouais, je vois l'idée. Quand je lui ai dit que ses clients payaient à plus de 90 jours, c'est compliqué. Voilà. Donc c'est des notions qui, une fois que voilà, encore une fois, il ne faut pas en avoir 3000, mais il faut les connaître, et il faut que ça vous oriente dans votre activité de tous les jours. Ok. Est-ce que tu as William, tu voulais intervenir tout à l'heure? Non, c'est bon. T'as répondu à cette question, je pense. Est-ce que tu as un dernier conseil à partager, un conseil expert, on va dire, à partager? Alors, vraiment, du pratico-pratique. Vas-y. Encore une fois, pour les entrepreneurs. Respecter
vos délais de paiement, d'autant plus en cette période de crise. Pour rappel, là, on est en train d'exploser le nombre de faillites. On est quasiment au mois de septembre à plus de 69 000 faillites en 2025. L'année n'est pas terminée, hein. Pour rappel, au mois de septembre, juste septembre, il y a eu plus de 7 000 faillites d'entreprises. C'est énorme. 25% des causes de défaillance sont la gestion de trésorerie. Donc c'est pour ça, on ne rigole pas avec ça. C'est vraiment, encore une fois, c'est le nerf de la guerre. Et donc, comme je disais, vraiment le conseil que je prône, c'est respectez vos délais de paiement. Soyez intransigeants avec vos clients. Est-ce que parce que souvent on n'ose pas peut-être. Exactement, on n'ose pas, on a peur de ternir la relation commerciale. Ouais. Or, moi, ce que j'ai pu observer aussi, notamment par rapport au paiement des pénalités de retard, parce que techniquement, à partir du moment où il y a une journée de retard, vous avez une pénalité. Hein. Les gens n'osent pas les appliquer, sauf qu'en réalité, pour un client, notamment en B2B, un entrepreneur qui va faire appliquer ces pénalités de retard aura beaucoup plus de crédibilité vis-à-vis de son client, qui finalement ne partira pas. Il va revenir, parce qu'en fait, il se dit « Ok, j'ai du respect pour cet entrepreneur, il est carré sur ses procédures et ses machins, c'est moi qui ai mal joué, j'ai pris le risque de payer en retard, j'en paye les conséquences. Ouais. » Alors que typiquement, quelqu'un qui laisse faire, qui dit « Ah non, mais c'est vrai que c'est pas grave, puis j'ai trop peur de perdre cette relation client », oui, alors après c'est du cas par cas, mais encore une fois, ne vous laissez pas avoir et cet argent il vous est dû. C'est du temps que, encore une fois, valorisez votre temps en tant qu'entrepreneur. C'est du temps de recouvrement, donc vous avez tout intérêt à vous faire payer ces pénalités. Donc voilà. Et du coup, oui, donc c'est ça. Mon conseil, c'est soyez intransigeant avec le suivi de vos paiements clients. Et un dernier petit truc que je peux rajouter et que je constate, mais partout. C'est facturer en temps et en heure. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple bête, une prestation de service, la facture doit sortir à la fin de la prestation de service, pas 15 jours après. Parce qu'en fait, vous facturez 15 jours après. Pour vous, vous direz, c'est pas grave, ça arrive vite. Mais sauf qu'en fait, le délai légal étant de 30 jours. Le client, s'il veut pas s'embêter, ou que lui, il a des difficultés financières, comme c'est le cas à l'heure actuelle, il va attendre le délai de 30 jours. Donc au lieu de payer en temps et en heure, vous aurez 45 jours finalement de délai de paiement client. Et c'est bête, mais en 45 jours, il se passe beaucoup de choses. Vous avez vos fournisseurs à payer, vous avez des dépenses imprévues, des investissements à faire. Donc c'est pour ça, facturez en temps et en heure et soyez intransigeants avec le suivi de vos paiements. Et vous aurez une longue vie prospère. Oui. Avec votre entreprise. Et puis on remettra aussi le lien. On avait animé ensemble dans le cadre de la communauté Lyra comment on l'avait appelé, une matinale là-dessus sur comment faire la relance client et le recouvrement. Ouais. Donc ça c'était. Vous pourrez le retrouver aussi sur YouTube Et il y a aussi l'autre matinale qu'on avait fait sur le BFR, les notions qu'on avait abordées, qui je pense peut être très intéressante pour les entrepreneurs. On le mettra en description. D'écouter, de regarder. Et puis il y a aussi tous les conseils que tu partages sur les réseaux sociaux. Donc c'est quoi ces réseaux ? Alors exactement, donc je suis très présente sur LinkedIn. Vous pouvez me retrouver donc sous mon nom, donc Laure Hubscher AD. ADE, tout simplement. Voilà. Et je suis également donc sur Instagram sous le profil donc qui s'appelle Mind Your Cash. Donc MIND plus loin Your et plus loin Cash. Et là par contre je développe beaucoup plus la partie notamment gestion de trésorerie, gestion d'entreprise, donc n'hésitez pas à venir vous abonner, à m'envoyer même vous poser des questions, je veux dire je ne facture pas la question, loin de là. Justement encore une fois je suis dans la pédagogie et l'éducation et financière et ça me fait plaisir justement de voir des entrepreneurs qui s'intéressent à ces notions et qui prennent conscience aussi de l'importance que ça a. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Ok. Merci beaucoup Laure. On va terminer sur une bouteille à la mer aux entrepreneurs. Bouteille à la mer. Moi j'écoute beaucoup de podcasts et notamment celui de Lucille Misselin, Business Tips,
qui est diplômé d'expertise comptable comme moi, forcément entre collègues, et qui donne justement énormément de conseils sur comment développer son projet d'entreprise. Donc c'est très intéressant, je pense, à écouter pour les créations d'entreprises. Voilà, c'est un podcast très intéressant où moi-même j'apprends toujours beaucoup de choses et encore une fois ça sort de l'aspect un peu technique qu'on a un peu les experts comptables et ça permet de voir aussi des aspects plus généralistes, des choses bêtes sur les canaux de vente, etc. De l'entreprise. Donc voilà, podcast très intéressant, Business Tips de Lucille Misselin. Très bien, je note et on le mettra en description également pour ceux qui écouteront en replay sur les différentes plateformes d'écoute. Merci Laure, merci William. Donc on retient les mots de la fin, liberté financière, éducation et accompagnement. Voilà. Tout est dit. Un résumé. Merci beaucoup à tous les deux encore une fois. On se retrouve très prochainement sur Happiness le mois prochain avec un ou une nouvelle invitée. Vous le découvrirez le jour J. Et à très bientôt et continuez l'écoute sur Happiness Radio. À bientôt. À bientôt.